Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Ce mercredi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, notre animatrice de Y'a des matins. Bonjour Valérie. Allô Jean. Tout va vite aujourd'hui, là, une journée chargée d'actualité. On va recevoir dans quelques instants 3 présidentes des syndicats des infirmières. Madame Montour de la Fédération de la santé du Québec est à Sept-Îles. Madame Louise Chabot également, présidente de la centrale des syndicats du Québec. Et bien sûr, Nathalie Savard, la présidente du CISNEC, le syndicat des intervenantes en santé du nord-est du Québec. On dénonce les coupures, on dénonce des points précis, là, entre autres en santé et sécurité, l'urgence du côté de Port-Cartier. On s'entretient avec les 3 présidentes de syndicats d'infirmières en tournée présentement sur la Côte-Nord. Elles ont donné un point de presse à Bécomo hier pour parler des dossiers de l'Est. Ce matin, elles étaient au Château Arnaud à Sept-Îles pour parler des coupures en santé du côté ouest, du côté est-ouest, je suis mêlé, hein, c'est l'ouest, l'ouest à Bécomo puis l'est à Sept-Îles. Écoute, moi là, voilà. je peux pas te démêler dans les points cardinaux, vraiment pas. Ensuite de ça, je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle. On sait que la loi oblige les maires et mairesses au Québec, là, il y a une date précise, je pense même, à déposer un rapport sur la situation financière. La mairesse a fait ses devoirs à Port-Cartier. Lundi soir, elle a donné vraiment une description là, d'un peu tout ce qui se passe au niveau des finances à la ville de Port-Cartier. Ça a l'air de bien aller, hein, à Port-Cartier, les finances. Léger surplus pour 2016, mais on a le même genre de problème qu'à Sept-Îles actuellement. Hein. On sait qu'il y a une contestation de taxes du côté d'ArcelorMittal à Port-Cartier qui sème un peu d'inquiétude chez les élus. En fait, le budget sera adopté en janvier pour l'année 2017. Environ 22 millions de dollars par année, le budget de la ville du côté de Port-Cartier. Parlant des villes et des municipalités, il y a le président de l'Union qui est chez nous aujourd'hui. C'est Bernard Sévigny qui est président de l'Union des municipalités du Québec. En fait, c'est le maire de Sherbrooke et il est en tournée présentement. Il s'arrête à Sept-Îles pour discuter de gouvernance. On sait que le gouvernement du Québec a un nouveau projet de loi là qui va changer des choses pour le rôle des conseils municipaux au Québec. On parle aussi de développement économique avec Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke et président de l'UMQ. Il sera avec nous vers 12h35 à Côte-Nord Attitude. En fin d'émission, Valérie, on parle des Dragons 2017. Oui, les Dragons de Sept-Îles qui ont été dévoilés ce matin. Jean, c'est la 2e édition du concours entrepreneurial Les Dragons qui est présenté par le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a Marie-Lou Vanier qui est intervenante là au Carrefour Jeunesse Emploi qui va être avec nous pour parler de ce concours-là, de cette 2e édition. Et on n'a peut-être pas Caroline Néron comme dragon à Sept-Îles, mais on a par contre Hélène Desaulniers qui est intervenante, propriétaire de la Pâte Complice et qui est le dragon mentor de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Elle va être avec nous également ce midi et si je me trompe pas, c'est elle qui avait gagné le concours l'année passée et là cette année se retrouve dans la peau d'un dragon, donc ça va être intéressant d'avoir les deux côtés là de la médaille parce que Hélène va les vivre tous les deux. Donc en fin d'émission, on va parler de l'édition 2017 du concours entrepreneurial Dragon. C'est que ça avait très, très bien marché. Ça s'était déroulé du côté du hall du Cégep de Sept-Îles l'an dernier. Belle participation, puis des beaux projets qui ont été soumis à ces gens-là. Là. C'est une formule bien connue hein, par l'émission de télé. Comment ça s'appelle? Dans l'œil du dragon. Voilà. Ouais. Eh bien voilà, c'est le contenu de notre émission qui s'en vient dans les prochaines minutes. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Eh bien, la nouvelle vient de sortir il y a peu de temps. Là, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord annonce la fermeture du Centre d'action bénévole à Sept-Îles. Le CIS Côte-Nord cesse de financer l'organisme et lui retire ses mandats subventionnés. Une firme comptable indépendante a fait rapport de son enquête qui a été réalisée auprès du CAB Sept-Îles. Elle rapporte des lacunes majeures concernant le contrôle des finances internes, la gouvernance et la gestion
gestion du personnel. Le rapport indique aussi que certaines dépenses effectuées par le CAB de cette île sont difficilement justifiables. Le 6 Côte-Nord cherche des solutions pour maintenir certains services à la population. On juge des services comme la popote roulante essentielle, l'accompagnement des personnes qui ont des rendez-vous pour leur santé également, le centre de jour, les services pour les personnes aînées également. Le centre d'action bénévole recevait 251 800 $ par année en subvention du Centre intégré de santé, dont 151 800 $ dans le cadre d'un programme appelé « Soutien aux organismes communautaires ». Jeannette Pillaud a été libérée ce matin au palais de justice de Sept-Îles. La militante Innu jeûnait en prison depuis 1 mois pour dénoncer le conseil de bande Itum et les ententes avec Hydro-Québec qui a détruit le Nitassinan des Inuits avec ses barrages, selon Madame Pillaud. Jeannette Pillaud devra respecter certaines conditions en attendant son procès. Elle est accusée de voies de fait, bris d'engagement et résistance lors de son arrestation. Madame Pillaud a été arrêtée par les policiers de la sécurité publique d'Ouachat devant les locaux du conseil de bande le 17 octobre dernier. Après avoir été débranchée par Hydro-Québec, elle a dénoncé avec colère l'inertie des élus. Le maire de Sept-Îles entend bien être actif au sommet du transport aérien régional organisé par le gouvernement du Québec. Régent Porlier représente la Côte-Nord au sein du comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec. Le maire soutient qu'il est difficile de développer une région lorsque les billets d'avion Montréal-Sept-Îles coûtent plus cher que Montréal-Paris. Il estime que la situation de la Côte-Nord en matière de tarifs aériens est connue des gouvernements depuis longtemps. Il espère que des solutions concrètes émergeront cette fois lors du sommet qui réunira l'ensemble des transporteurs aériens, des entreprises et des intervenants concernés et aura pour but notamment de maximiser et améliorer l'accessibilité au transport aérien régional. Le syndicat représentant les infirmières de la Côte-Nord dénonce plusieurs conséquences des coupures du gouvernement. La présidente Nathalie Savard craint pour la survie de l'urgence à Port-Cartier. Elle se dit inquiète d'une coupure de 400 000 $ au budget affecté aux interventions en santé et sécurité. Le syndicat des infirmières soutient que la pénurie de personnel dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord est aggravée par l'entêtement de l'employeur à ne pas combler les postes. Les présidents de la Fédération de la santé du Québec et de la Centrale des syndicats du Québec, Claire Montour et Louise Chabot, accompagnent la présidente régionale Nathalie Savard en tournée. Elle dénonce les tentatives d'imposer plus de flexibilité et de mobilité aux infirmières. La centrale syndicale croit que la Côte-Nord est une des régions les plus touchées par les coupures en santé parce que la population se répartit sur un territoire de 1280 km de littoral. Les 3 présidents de syndicats qui représentent nos infirmières à Sept-Îles-Port-Cartier seront avec nous dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Et puis il y a la mairesse Violaine Doyle qui prévoit un léger surplus en 2016 au budget de la ville de Port-Cartier. Elle a déposé son rapport sur la situation financière lundi soir en séance publique. La mairesse a rappelé les investissements de sa ville dans la réfection de l'aréna, le centre quartier et l'ancienne salle de quilles pour y localiser le CPE et la maison de la famille. Le budget de la ville de Port-Cartier est environ 22 millions de dollars par année, oui. Les prévisions budgétaires 2017 seront adoptées en janvier. Le conseil municipal de Port-Cartier prépare un plan d'immobilisation pour les 3 prochaines années. La priorité sera accordée au projet d'eau potable et de traitement des eaux usées à Pentecôte et Port-Cartier, ainsi qu'à la protection des berges à Plage McCormick. Madame Violaine Doyle sera avec nous en entrevue vers 12h25. Et la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes que la loi oblige que leur véhicule doit être muni de pneus d'hiver sur les routes du Québec du 15 décembre au 15 mars. Il reste donc 1 mois pour changer les pneus. La SQ remarque qu'il s'agit d'un des meilleurs moyens pour assurer des déplacements sécuritaires. L'amende est de 200 $ pour les propriétaires de véhicules non conformes. Les policiers invitent aussi les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions de la route. Ils ont droit de donner des constats d'infraction s'ils constatent une vitesse excessive par rapport aux conditions routières, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. Ben voilà, ça complète ces actualités régionales. Attitude. Nouvel arrivage au plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord à Sept-Îles. La liquidation du 460 Place du Commerce a reçu plus de 150 000 $ de nouveautés. De plus, ils sont maintenant dépositaires d'une filiale Costco. Et oui,
Vous avez bien entendu, j'ai dit d'une filiale Costco. Donc, plus de choix et des nouveautés à la liquidation toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, la liquidation du 460 Place du Commerce vous offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. C'est la grande vente automnale du manufacturier Paderno, dès mercredi le 16 novembre, avec des rabais allant jusqu'à 76%. Juste à temps pour vos repas et cadeaux des fêtes. Ensemble de chaudrons à partir de 199,99 $. Rôtissoir 42 cm, régulièrement à 359,99 $, à seulement 109,99 $. Également service de vaisselle, jeux de bol à mélanger, coutellerie et bien plus encore. Profitez aussi de 15 à 25% de rabais sur certains accessoires de cuisine en magasin. La grande vente Paderno, c'est maintenant chez La Joie Réfrigération au 157 Père d'Hiver. Plus de détails sur notre page Facebook. La vente se termine samedi à 16h. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos tucs là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 50 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 133 $ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com/optique 50 ou chez MD Communication, votre détaillant TELUS à Sept-Îles. Tanné de toujours manger les mêmes sushis? Envie de découvrir des nouvelles saveurs? Faites un détour au supermarché Provigo de Sept-Îles dès maintenant pour goûter les succulents produits du traiteur Sakanaya. Imaginez des sushis frais, fondants en bouche. Que ce soit au saumon, fruits de mer ou végétarien, venez choisir vos makis et sushis préférés parmi un vaste choix de 20 barquettes de sushis différentes, vous offrant une généreuse portion à des prix plus que raisonnables. Venez découvrir les meilleures saveurs du Japon au Provigo de Sept-Îles, 649 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. J'ai avec moi en studio 3 présidentes de syndicats qui représentent des infirmières, dont 2 présidentes nationales, Madame Claire Montour de la Fédération de la santé du Québec, Madame Louise Chabot qui est de passage à Sept-Îles aussi, elle est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, et Nathalie Savard, on la connaît mieux, à Sept-Îles, elle vient nous voir au moins 4 fois par mois comme présidente du syndicat des intervenantes en santé du nord-est du Québec. Bonjour mesdames. Bonjour. D'abord, expliquer qu'on est en tournée, à travers le Québec. Hier, on était à Bécomo, aujourd'hui à Sept-Îles. On s'intéresse aux coupures budgétaires dans tous les raccoins du Québec. Bien, écoutez, on était en tournée, entre autres, sur la Côte-Nord, là, pour dénoncer des compressions importantes, entre autres au niveau de la santé sécurité au travail, et parler au niveau de la pénurie de personnel, infirmières auxiliaires, INALO, et le fait que le CIS de la Côte-Nord, présentement, n'affiche pas nos postes qui sont vacants. Mm-hmm. Donc, on va y aller en détail. Justement, il y avait quand même beaucoup d'exemples concrets dans vos communiqués des 2 derniers jours là au niveau du CISNEC. Entre autres, l'urgence à Port-Cartier. Moi, ça m'inquiète pas mal, ça. Est-ce qu'il y a vraiment eu des discussions où on envisageait de fermer l'urgence à Port-Cartier? Oui, effectivement, là, il y a eu durant l'été une problématique au niveau de l'équipe de soins, surtout en la fin de semaine où il y avait une pénurie de personnel. Et effectivement, l'employeur a eu comme pensée de détourner la clientèle vers le point de service de Sept-Îles. Alors pour nous, c'était très inquiétant. On a eu des rencontres avec l'employeur pour leur demander c'était quoi leur vision dans l'avenir pour entre autres l'urgence de Port-Cartier. Et une chose est claire, là, c'est qu'il faut s'asseoir ensemble pour trouver des solutions à cette pénurie. Et une des difficultés, c'est que nos postes sont pas affichés présentement, mais pour nous, c'est clair, les services de proximité, l'accès aux services pour la population. Alors l'importance de garder notre urgence bien ouverte à Port-Cartier. Et nous, on est prêts, on veut s'asseoir avec l'employeur pour régler cette problématique-là de difficulté de recrutement puis de retenir nos gens. Mais pour faire des choses, bien, il faut ouvrir des postes puis il faut s'occuper des gens. Puis là, une des problématiques, c'est que l'employeur essaye de diviser la misère et de prendre nos infirmières de Sept-Îles qui ont déjà pas mal d'ouvrages puis de vouloir les envoyer aider aux gens de Port-Cartier. Mais la solution, elle n'est pas là. Il faut s'asseoir puis créer des
postes, puis regarder comment on peut garder notre personnel en place au niveau des services de Port-Cartier. Oui, là, on parlait de pénurie ou de problème de recrutement. Ben, si on n'ouvre pas les postes, c'est pas un problème de recrutement, là. Ce qu'on vous dit, c'est que on est dans une réorganisation, donc on n'ouvre pas les postes maintenant, mais concrètement, sur le terrain, c'est compliqué, si je comprends bien. Et c'est ça, Port-Cartier, c'est pas une grosse masse de volume. Il y a des postes, mais il y a l'urgence, il y a le communautaire, puis il y a le CHSLD. Alors, si on n'est pas capable d'ouvrir les postes, de garder nos jeunes, parce qu'on en a qui sont arrivés, mais ils vont aller voir ailleurs, là, ils vont aller travailler où il y a des emplois, puis il y a des postes, puis alors c'est là qui est problématique. Puis effectivement, bien on le vit aussi autant sur la base Côte-Nord qu'à Sept-Îles. Et oui, l'employeur, ça fait 1 an qu'il nous dit qu'il est en réorganisation des services cliniques et qu'il veut pas afficher les postes. Mais pendant ce temps-là, bien on nous dit aussi qu'on veut diminuer la main-d'œuvre indépendante. Mais ce qu'on fait pour ça, c'est que c'est le personnel en place qui doit faire plus de temps supplémentaire et se rendre malade, donc le taux d'absentéisme qui augmente. Alors dans le fond, nous on a dit à l'employeur, regardez, c'est assez, là, faut s'asseoir. La réorganisation, on la fera, mais ça va nous prendre des gens à temps complet. De toute manière, ça nous prend des postes, ça nous prend du monde stable. Et c'est tout cet exercice-là qu'on veut mettre au jeu l'employeur et on va le talonner. Tant qu'on n'a pas les données pour faire cet exercice, on va être derrière lui. S'il faut que j'appelle Mme Roussin tous les jours, je vais l'appeler pour lui dire, ça prend notre comité, ça nous prend des rencontres, puis il faut travailler sur des solutions solides. Et la mobilité, flexibilité, pour nous, ça n'est pas une solution. C'est votre syndicat, justement, Mme Savard, qui avait dénoncé à un moment donné, là, on avait un problème la nuit du côté de l'urgence à Sept-Îles. On avait coupé un poste. Je pense qu'après les pressions du peuple et du syndicat, on a ramené cette personne-là. Est-ce que c'est réglé définitivement là pour l'urgence de nuit à Sept-Îles? Écoutez, il y a un comité en place pour évaluer la situation, mais si on fait bien le travail, on va s'apercevoir que le poste de commis à l'accueil de nuit est essentiel. Il y a eu des problématiques majeures, puis effectivement, on a dû faire des plaintes au niveau de la santé et sécurité au travail, on a dû faire des plaintes au niveau de la protectrice du citoyen pour mettre la pression. Malheureusement, il faut faire ce travail-là. Et ce qu'on déplore dans tout ça, c'est qu'on a un employeur qui a pris une décision sans faire l'analyse, sans aller voir les gens sur le terrain, de l'impact des travailleurs de nuit à l'urgence et de l'impact des services donnés à la population. Alors, on espère que ce dossier-là est derrière nous puis qu'on va continuer à aller de l'avant avec d'autres choses. Je sais pas si c'est curieux. J'ai l'impression que la présidente du syndicat des infirmières est plus souvent sur le terrain que les gestionnaires, là, même en Basse-Côte-Nord. On a un peu ce problème-là. On a posé la question à M. Fortin la dernière fois qu'il est venu ici, là, le PDG de la CIS Côte-Nord. Je pense que, je sais pas si on vous l'a annoncé, mais ce qu'il nous a dit, c'est que ça allait de plus en plus, l'encadrement, se faire à distance dans une région comme la Côte-Nord. Écoutez, on voit les compressions budgétaires qui s'accumulent, là, des 30 millions en 5 ans ici. Ça a des impacts majeurs. Puis effectivement, je pense qu'on est plus sur le terrain comme syndicat que nos employeurs. Tu sais, j'étais à Fermont la semaine dernière et on a une infirmière qui est au communautaire qui gère 3 programmes. Elle me dit, moi, Nathalie, j'ai deux de mes chefs de service sont à Bécomo, puis l'autre est à Havre-Saint-Pierre, puis elle est jamais venue ici, puis c'est la même affaire pour la Basse-Côte-Nord. Alors oui, c'est une difficulté, puis on peut pas gérer les choses à distance et on peut pas uniformiser les pratiques dans une région comme la Côte-Nord, alors qu'on est complètement différent, qu'on a un gros centre de santé, qu'on a des petits dispensaires, qu'on a des petits points de service comme à Port-Cartier. Alors il faut, tu sais, le ministre Barrette, il faudrait qu'il vienne aussi, puis je l'inviterai à venir faire des visites avec moi pour qu'il s'aperçoive des choses. Je pense que c'est un bon exemple, cette île Port-Cartier, là, pour parler de flexibilité ou de mobilité pour vos infirmières. Bon, c'est loin puis c'est pas loin. On a peut-être le droit d'envoyer du monde de cette île travailler à Port-Cartier de temps en temps, quoi. Concernant la mobilité ou la flexibilité, c'est le même problème, quoi. Partout au Québec, on essaie d'imposer. On veut des infirmières qui peuvent se promener un petit peu. Oui, ben c'est une lubie, ou en tout cas, les employeurs là s'imaginent que c'est la seule solution pour trouver du monde, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes à tous les jours dans les centres d'activité. C'est pas juste les cadres sur le terrain. Le ministre, il voulait ça dans la dernière négociation. Il a essayé d'ouvrir la porte, là. En plus qu'ouvrir la porte, je pense qu'il l'a tenu longtemps tout au long de la négociation à 2 mains pour pas qu'elle se referme. Mais je pense qu'il a trouvé que la FSQ était assez solide et tenace parce que on a fermé la porte. C'est pas dans la convention collective. Pour nous, là, c'est impossible de dire du même souffle qu'avec de la flexibilité, mobilité, on va faire de la stabilité puis on va retenir les équipes. Ça, là, ça peut pas marcher ensemble. Donc, qu'on soit en région ou en grande ville, quand on a du monde qui se promène partout, qui n'ont pas de sentiment, l'appartenance, l'équipe,
que c'est pas stable, que tu changes à tous les jours de clientèle, de centre d'activité de ville, ben tu peux pas demander à du monde que ça leur rentre pas dedans, qu'ils s'épuisent pas, que le faire d'autres tâches. Donc, pour nous, c'était inconcevable d'avoir ça dans nos conventions collectives. Et oui, nous sommes la seule organisation qui a contré ça. Sauf que les employeurs, ils s'essaient à tous les jours. Parce qu'il y a encore ça comme idée pour eux, de dire, ben je vais déplacer plein de monde, là, puis peut-être que je vais régler mon problème. Son problème, c'est qu'il gère une structure, un organigramme, une feuille. Ben nous, on soigne des patients, on est au cœur des soins, puis on veut être stable, on veut des postes à temps plein qui auront une incidence sur la qualité parce qu'on va arrêter d'être épuisé puis en faire d'autres tâches et on va soigner puis les patients vont être gagnants, là. Et les syndicats, j'imagine qu'ils analysent les budgets. Là, on parle de coupures de 30 millions de dollars sur 5 ans, juste au Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord. Là, on a décidé d'en faire rien qu'un, puis on a décidé d'y apporter un petit peu moins de fonds, semble-t-il. Entre autres, on parle dans vos communiqués là, des services en santé et sécurité. Ça, c'est pas nécessairement la CIS qui a coupé, quoi. C'est l'ancienne CSST qu'on appelle maintenant CNESST qui coupe en santé sécurité, c'est partout sur la Côte-Nord aussi. Là, on parle d'abolition de 7 postes dans notre région. Ben, effectivement, c'est eux qui donnent les budgets pour faire ce travail-là de santé sécurité au travail dans les entreprises avec des gens qui travaillent pour le CIS. Et présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redistribué le budget au niveau du Québec dans les régions. Et nous, sur la Côte-Nord, on est très pénalisés avec 48% de notre budget coupé dans les 2 prochaines années. Donc oui, effectivement, des postes, des personnes qui sont plus sur le terrain pour aller s'assurer que les gens travaillent dans des milieux sains, bien sécuritaires, puis qu'il n'y ait pas d'accident de travail. On est pénalisé comme région parce qu'on n'a pas tenu compte de notre réalité d'un grand territoire, de beaucoup de déplacements pour aller voir ces entreprises-là. Et encore une fois, on trouve ça malheureux parce que le CISC de la Côte-Nord, depuis que c'est eux qui gèrent ce service-là, au cours des dernières années, n'ont pas remplacé des gens, n'ont pas ouvert de postes et renvoyé annuellement des budgets. Alors là, on se voit un petit peu mal pris avec tout ça. Et on s'est fait couper, puis là, on coupe des postes, on coupe des gens. Écoutez, sur la base Côte-Nord, là, ça fait 2 ans que les entreprises n'ont pas été visitées par soit des techniciens en hygiène du travail ou des infirmières. Alors, comment on peut affirmer que ces gens-là travaillent dans un milieu sécuritaire? Et c'est important. On voit les annonces à la TV, que c'est important, il faut faire attention, mais il faut avoir du personnel qui aille dans les entreprises, qui s'assure de cette sécurité-là. Et on parle d'une situation inquiétante pour vos membres. J'imagine le moral des troupes ont été un petit peu débordé. On vit mal ça, quoi, cette période-là. Écoutez, on n'a pas le choix non plus. Des fois, l'employeur force le temps supplémentaire. On n'a pas toujours planifié ça dans notre vie familiale. Oui, mais en même temps, on a une équipe de 23 personnes. Là, on a 6 postes coupés cette année. On s'attend à autant de compression de l'année prochaine. Alors, l'équipe est un peu déstabilisée parce que oui, ils voient qu'ils n'auront pas le temps de faire leur travail, de le faire correctement. Il va y avoir des priorités qui devront être faites, puis il y a des entreprises qui ne pourront plus être visitées. Alors, quand tu travailles en santé, sécurité au travail, que tu veux t'assurer de la sécurité des gens, que les gens travaillent, alors oui, ça a un impact, pour nos membres, mais pour tous les travailleurs et travailleuses de la Côte-Nord qui travaillent dans les entreprises où ce qu'on pourra plus aller faire cette vérification-là de façon efficace. Et là, j'entends des infirmières à l'écoute de leurs membres dans la région Côte-Nord, des infirmières qui dénoncent des coupures, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Est-ce qu'on a des solutions, des moyens d'action? La négo est passée, là. On peut faire quoi à ce moment-là? On a déjà fait 4 jours de grève, d'ailleurs, récemment, pour dénoncer la situation. Oui, au même moment, à l'automne dernier, on était en grève, on était en mobilisation partout pour dénoncer les conditions d'exercice de nos membres, mais aussi la qualité des services dans les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on continue, on lâche pas, parce qu'on a dénoncé, j'oserais dire, c'est plate, mais on a vu venir. La réforme Barrette, là, c'est une réforme de malade. C'est pas une réforme pour les malades. Et cette réforme-là, elle a été faite à l'enseigne aussi de compression budgétaire. Fait que c'est tout à fait explosif. Ce que vous avez discuté tout à l'heure, la gestion à distance, de penser que de fermer une urgence dans un milieu, ça n'a pas d'importance parce qu'un autre va prendre le relais. De penser qu'on a du personnel qui pourrait se promener un peu partout. C'est toute la gestion, toute la philosophie derrière cette réforme-là. Et pour notre personnel, ça se traduit par l'épuisement, une large précarité d'emploi. Puis pour le service à la population, ça va faire mal.
Puis là, on est là partout pour continuer. Là, vous l'avez dit, on a un syndicat bien actif ici. Il va voir ses membres, il propose des solutions, il rencontre l'employeur. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil pour écouter, mais je pense qu'on va continuer la lutte. Même la présidente de la Fédération et la présidente de la Centrale viennent assez souvent sur la Côte-Nord. J'imagine que ça va nous rapporter. Ça, à un moment donné, on va entendre les présidentes nationales parler de cas précis sur la Côte-Nord dans les informations, dans les grands médias au cours des prochains jours. C'est un peu ça le but, quoi. On fait une tournée du Québec pour prendre le pouls. Oui, ben c'est important aussi, tant en éducation qu'en santé et services sociaux, la centrale est largement représentée ici dans ce beau coin de pays, puis de venir voir nos membres, de venir comprendre la réalité, puis surtout de tenter de changer la donne. Parce qu'on fait une différence dans la vie de tout le monde, dans la vie des gens qui sont malades, dans la vie de nos jeunes, de nos enfants. Fait que ça, c'est notre responsabilité. Mais là, on est un peu tannés qu'il n'y ait pas personne à l'autre bout du fil pour toujours nous entendre, mais on fait des belles choses aussi. Eh bien, mesdames, Nathalie Savard, Claire Montour et Louise Chabot, présidentes de différentes fédérations centrales et syndicats qui regroupent des infirmières chez nous sur la Côte-Nord. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Un plaisir. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. L'hiver est à nos portes et Honda Récréatif Sept-Îles fête ça avec vous. Ce jeudi, vendredi, samedi, c'est nos journées portes ouvertes. 30% de rabais sur tous les casques HJC en inventaire. Snowcross, Full Face, modulaire. Plus, on paie les taxes sur tous nos vêtements d'hiver. Et encore plus, pour 3 jours seulement, jusqu'à 3,68% en taux d'intérêt sur nos motoneiges neuves. Jeudi, vendredi, samedi! Commencez donc l'hiver du bon pied avec Honda Récréatif Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. La mairesse Violaine Doyle a déposé son rapport sur la situation financière de la ville de Port-Cartier cette semaine. Je pense qu'il y a une obligation, là. La loi des cités et villes prévoit un geste de transparence une fois par année comme ça. On l'a avec nous en entrevue. Bonjour, Madame Violaine Doyle. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. On parle d'un surplus pour 2015, d'un léger surplus pour 2016, mais d'une dette à long terme de 33 millions de dollars. Le budget de la ville, c'est autour de 22 millions chaque année. Madame Doyle, à votre avis, la situation, on est en bonne santé financière à la ville de Port-Cartier? Je vous dirais que notre situation financière s'améliore parce que la portion de notre dette, notre pourcentage d'endettement a baissé entre 2013 et 2017. Alors, on était en 2013, autour de 5,72, là, presque 6%. Et à l'année 2016 et 2017, on n'est pas tout à fait à 4%. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré qu'on ait dû faire des emprunts pour des travaux qu'on a réalisés, la situation s'est quand même améliorée. Oui, des projets majeurs comme ce qu'on a fait à l'Arena cette année, là, ça fonctionne toujours par règlement d'emprunt. Tout est bien structuré, hein. La loi prévoit beaucoup de choses. On a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le monde municipal. En fait, c'est qu'on a toujours besoin que le ministère accepte nos règlements d'emprunt avant que nous les fassions. C'est ce que l'UMQ réclame, là, un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus d'autonomie, d'être considéré comme un gouvernement de proximité. Mais actuellement, c'est pas ce que la loi prévoit. Chaque ville doit faire autoriser chacun des emprunts qu'il prévoit faire. Vous êtes chanceuse du côté de Port-Cartier, Madame Doyle, vous n'avez pas le problème que vit cette île actuellement avec une contestation de taxes qui représente un gros montant d'argent. Je pense qu'on l'a déjà vécu aussi dans le passé à Port-Cartier, mais là, cette année, le ralentissement économique, quand même, ça se fait sentir un petit peu, ça rend les cordons un petit peu plus... Ils ont moins de marge de manœuvre, peut-être. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on a quand même une contestation de taxes déposée d'ArcelorMittal qui nous inquiète, c'est clair. Actuellement, on a des rencontres de prévues pour tenter de régler la situation.
Oui, on est quand même affecté par cette contestation de taxes-là, mais on a je vous dirais, une gestion de plus en plus rigoureuse où chaque sou est scruté à la loupe et on a donné mandat à nos directeurs de service de s'assurer de faire plus avec moins, alors d'être le plus possible attentif à bien utiliser chaque dollar que le citoyen dépose dans les coffres de la ville. Le budget chez vous, ça devrait être à la fin janvier. Si on revient sur 2016, là, il y a quand même eu des travaux importants, des chantiers qui sont amorcés du côté de l'ancienne salle de quilles. L'aréna s'est fait, c'est complété. Les gens l'ont vu là depuis la réouverture cet automne. Je pense qu'on en profite allègrement. Finalement, on saisit les opportunités quand on peut améliorer les infrastructures et en bout de ligne la qualité de vie des gens chez vous, hein? Bien, je pense comme bien d'autres villes au Québec, on était en retard dans l'investissement dans les infrastructures. Je pense par exemple au centre-quartier là, qui était en très piètre condition, malgré que le gymnase au centre de ce centre communautaire-là était d'une qualité exceptionnelle. Donc, on a pris aussi la décision de faire les travaux de rénovation majeure. Il y a des travaux de toiture, d'isolation. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est vraiment un projet qui est évalué actuellement à 2,5 millions. Par contre, on est allé chercher un peu d'argent du côté de la Société du Plan Nord dans le soutien aux communautés et on va prendre une partie également de notre taxe d'assises. C'est nouveau, cette possibilité-là de le faire. Donc, on va emprunter moins que le montant qui est prévu là, pour les travaux, mais c'était des travaux qui étaient nécessaires. C'est la même chose du côté de l'Arena. Ça va faire 40 ans en 2018 que ce bâtiment-là a été fait. Donc, on n'avait jamais mis de rénovation majeure. Depuis, on a toujours la loi sur l'environnement qui nous oblige, qui va obliger d'ici 2020 tous les arénas et tous les clubs de curling à changer leur méthode de réfrigération. Donc, oui, il y a eu un changement pour la façon dont on va réfrigérer la glace, mais en même temps, on en a profité pour faire une bonne rénovation là, de l'aréna. Et je pense que tout le monde est heureux. C'est un lieu qui est extrêmement utilisé là, en termes d'heures. Et pour ce qui est du 20 boulevard des Îles, c'est sur 2 ans. Là, il reste entre autres les aménagements pour le CPE Touchatouille. Là, pour vous, c'est un bon projet. On peut le rappeler. Il y a toujours du monde qui ont remis en question cette entente-là, qui doutent là aussi là des liens avec le curling puis tout ça. Ce projet-là, là, on va le compléter puis en bout de ligne, on va avoir quelque chose de bien à Port-Cartier. Ben en fait, c'est que Port-Cartier n'avait pas un CPE, vraiment un lieu dédié. Le CPE Touchatouille actuellement est locataire d'une portion de l'école Saint-Alexandre. Depuis des années, on s'en contente, mais en fait, on n'avait pas de lieu vraiment dédié à la petite enfance. Donc, je pense qu'on a fait un bon choix. C'est un choix qui est administrativement valable. Toute cette dette-là du citoyen va être comblée par des locations que la ville va percevoir. C'est sûr que la période est plus longue que le remboursement du prêt, mais je pense que en bout de piste, tous les citoyens vont y gagner. On a un bel édifice qui va rehausser notre boulevard, donc notre centre-ville. Et en plus, on va donner un meilleur service à la fois à la petite enfance par le biais du Touchatouille, du CPE Touchatouille, mais également à la Maison de la Famille, qui est un organisme très important dans le milieu et qui donne aussi des services aux familles, des services de toutes sortes là, avant l'entrée à l'école et tout ça. Je pense que c'est une bonne décision. On l'a fait en partenariat. Nos partenaires sont toujours présents. Et là, justement, on est en attente là, d'un appel d'offres qui va sortir et qui va être cet appel d'offres-là, c'est le ministère de la Famille qui va la faire et qui va aussi participer à une partie des coûts pour l'aménagement. J'ai l'impression que ce qui était le plus dur pour la mairesse de Port-Cartier en 2016, c'est pas nécessairement les dossiers de politique municipale comme les dossiers économiques. Hein. On vit un ralentissement dans l'industrie du fer, c'est important chez vous. L'abandon de Ferro-Québec, ça a été une pilule qui n'a pas été facile à avaler. Là. Le ralentissement, il y a encore beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'industrie forestière également. On espère une relance en 2017 du côté de l'économie à Port-Cartier. Ben,
En fait, je vais reprendre les trois éléments que vous venez de dire. Oui, Ferret Québec est un coup dur dont nous avons encore les effets négatifs. Un deuil, ça va faire 1 an le 15 décembre, mais ce qui est plus difficile, je pense, de constater, c'est qu'on a vite oublié ce que ça avait fait à la ville de Port-Cartier. Et quand je dis je parle du Québec en entier, là, du gouvernement en particulier, mais du Québec en entier, on a oublié ça. Et ça nous fait toujours mal de voir que les gens s'est passé dans les faits divers. Mais du côté du fer et du côté du bois, le fer, on voit une embellie. Là, espérons qu'elle va durer depuis quelques semaines. Et on sait qu'on a Arcelor une convention collective à négocier. Actuellement, c'est un défi majeur pour eux. Mais là aussi, on est quand même confiant que ça se règle parce que actuellement, il y a quand même un embellie au niveau du prix de la tonne pour la tonne de fer. Pour ce qui est de l'industrie du bois, évidemment, on a encore des défis, mais on a aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire un opérateur qui est prêt à investir à Port-Cartier. Remabec s'est bien installé, là, est en train de s'installer solidement. Des modifications majeures ont été faites à l'usine. On n'a pas toujours pu préciser ça se parle en coût de millions de dollars. On a l'usine de biocarburant qui est en construction, puis on a l'industriel a d'autres projets dans ses coffres, là. Alors, ce qui nous reste à attendre de la part du gouvernement, c'est un coup de pouce pour mettre aux normes notre quai municipal de façon à créer de la richesse économique, à créer des emplois également et à permettre le développement de d'autres industries sur notre territoire. On attend une subvention majeure à ce niveau-là. On le sait, la position de la mairesse et de la ville de Port-Cartier, c'est qu'on a déjà investi pas mal dans notre quai municipal. Il n'y en a pas beaucoup des villes qui investissent dans un quai comme Port-Cartier au Québec, là. En fait, nous sommes avec Salaberry de Valleyfield, mais qu'il l'a fait dans d'autres conditions. À l'époque, le maire vient de me confirmer qu'à l'époque, en 1981, la ville avait investi 1 million dans ce quai-là. Mais de notre côté, c'est un investissement qui a coûté aux citoyens de Port-Cartier 6,8 millions. Et ce sont les 5 000 habitants de l'époque là, et ceux actuels. Maintenant, c'est payé. Et on considère qu'on a fait notre part. Et en plus, on l'a gardé en relativement bonne forme, malgré nos moyens très limités. Donc là, on a vraiment une clé de développement économique, puis on attend toujours des bonnes nouvelles du gouvernement du Québec. Et là, on est dans la planification. On va se donner un plan triennal d'immobilisation 2017, 2018, 2019 au conseil municipal de Port-Cartier. Les priorités, on risque de répondre aux demandes au niveau de l'eau potable à Pentecôte, des améliorations à Plage-Mécormic pour la protection des berges, c'est demandé depuis longtemps. Ça peut ressembler à ça, là. Eau potable, traitement des eaux usées, les prochaines priorités à Port-Cartier? En fait, c'est ce que j'ai indiqué dans le rapport de la mairesse, puis c'est important de comprendre qu'on a essayé de limiter cette fois-ci nos objectifs pour bien se centrer là, sur ce qui est essentiel. Donc, on va travailler toujours sur le fait de résoudre le problème d'eau potable dans le secteur Pentecôte, mais on a aussi des défis à Port-Cartier. On a déjà donné des mandats professionnels pour augmenter la quantité d'eau traitée, d'eau potable traitée, et également le traitement de nos eaux usées. C'est un projet très important, un projet qui tourne autour une trentaine de millions et qui avait déjà été annoncé comme étant financé par le Plan Nord. Il y a la garderie Touchatouille là, qui doit se terminer durant l'année, au début de l'année 2017 pour une ouverture qu'on espère autour de l'été 2017. Évidemment, dans le cas de l'érosion des berges, il a fallu aller de nouveau en appel d'offres, mais on est très, très conscient qu'il y a un enjeu majeur là, et qu'il faut que les travaux soient faits, mais on est en cours de réalisation, donc on espère bien. 2017 devrait également avoir un nouveau centre quartier rénové. Là. Alors pour nous, puis pour la population, je pense que ce sera un très bon signe qu'on commence tranquillement à prendre soin de nos infrastructures. Et c'est une année d'élection 2017, Madame Doyle. Êtes-vous intéressée à continuer un autre mandat, vous, comme mairesse? Je suis en réflexion, M. Saint-Pierre. On aura l'occasion de vous reposer la question au cours de l'année qui s'en vient. Un gros merci pour cette entrevue radio, Mme Violaine Doyle. Je rappelle que vous êtes mairesse de Port-Cartier et que lundi soir, vous avez déposé le rapport annuel sur la situation financière de la ville. Merci beaucoup. Au revoir. Attitude.
L'UQAC ouvre ses portes le samedi 19 novembre de midi à 16h. Futurs étudiants, nous vous invitons à découvrir nos programmes d'études et à visiter le campus. À gagner, les droits de scolarité pour une première année d'études. Étudiants de la Côte-Nord, profitez du transport organisé pour vous rendre à l'UQAC. Inscrivez-vous uqac.ca/porte ouverte. Réservez vos vacances d'hiver maintenant pour obtenir des prix inégalés. Avec notre nouvelle promotion Super Zauben, vous économisez jusqu'à 70% sur les meilleurs hôtels, tout compris. Envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud, offrant un service primé à bord et un menu inspiré par la célèbre chef de Food Network Canada, Lynn Crawford. Ces Super Zauben ne dureront pas. Réservez aujourd'hui avec votre agent de voyage ou sur Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le maire de Sherbrooke et président de l'Union des municipalités du Québec, Bernard Sévigny, est de passage chez nous. Il va discuter avec les gens de la région, les maires surtout de la Côte-Nord, de gouvernance et de développement économique. Il rencontre aussi les gens d'affaires aujourd'hui. Monsieur Bernard Sévigny, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Sévigny, c'est une tournée là, du président de l'UMQ qui vous amène à cette île. On prend le pouls des gens en région, quoi. On était à Drummondville hier. On fait vraiment le tour du Québec actuellement. En fait, c'est la 10e région du Québec. Et oui, c'est le rôle du président du UMQ d'aller rencontrer ses membres, donc dans tous les caucus régionaux, chacune des régions du Québec, puis en même temps rencontrer les communautés d'affaires. Je pense que le menu est simple et à la fois très riche, c'est-à-dire l'autonomie municipale, qui est ce sur quoi on travaille depuis quelques années, puis évidemment les enjeux de développement économique qui sont différents d'une région à l'autre, mais qui en même temps, qui est un défi pour chacune des régions du Québec. Donc c'est un moment d'échange avec les élus, leur expliquer et faire le point sur où on en est dans les dossiers qu'on travaille, parce qu'on a beaucoup de chaudrons sur le poêle, comme on dit. Et en même temps, c'est d'entendre les préoccupations un peu plus locales dont les élus sur lesquels ils travaillent, ce qu'ils entendent parler, de façon à arrimer à la fois le discours et nos actions en fonction des véritables besoins là, des élus municipaux. Vous allez constater rapidement que la Côte-Nord, c'est parfois atypique. Là, on vit pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. On a une réalité géographique qui fait qu'on se rencontre pas si souvent que ça là, quand les maires sont espacés de plus de 1000 kilomètres, qu'il n'y a pas tout le temps une route. C'est pas évident. C'est un peu le genre de choses que vous voulez constater sur place, j'imagine. Oui, ce sont des réalités. Puis dans le fond, que ce soit cette île Bécomo, Natashquan, on gère des municipalités. On veut faire en sorte que nos milieux de vie se développent, qu'on devienne attractifs. Il y a des enjeux, évidemment, de rétention des jeunes. Il y a des enjeux démographiques. Et ça concerne toutes les villes. Mais c'est vrai d'une municipalité à l'autre. Vous savez, sur la cohorte de Montréal, avec la densification, on n'a pas les mêmes défis et on n'a pas les mêmes outils non plus pour relever ces défis-là. Donc, d'où l'importance de s'en parler, d'où l'importance d'entendre les maires de la Côte-Nord, parce que nous, l'UMQ, vous savez, on est bien branchés avec non seulement le ministre des Affaires municipales, mais l'ensemble des ministres du gouvernement, de façon à faire des représentations. Alors, on veut arrimer ce message-là pour qu'on puisse se doter à la fois des outils pour que les villes puissent réaliser leur mandat pleinement, puis en même temps leur mandat de développeur économique. Donc, c'est des discussions extrêmement franches, puis en même temps très porteuses, je pense, pour l'avenir. Je viens de parler avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle. J'ai parlé cette semaine aussi avec le maire de cette île, Régent Porlier. Ces gens-là trouvent que votre visite tombe bien. Là. Actuellement, on parle beaucoup de développement économique dans la région. Il y avait d'ailleurs un événement tout récemment qui s'appelait Savoir à faire avec des étudiants post-universitaires. Le développement économique, vous n'avez pas l'impression, M. Sévigny, qu'on a perdu un peu des outils là, dans les municipalités pour travailler au développement régional? Oui, et ça fait mal. Ça fait mal. On pense des conférences régionales des élus, on pense aux centres locaux de développement. Évidemment, il y a eu là une fracture, je dirais, dans les instruments dont les régions avaient pour pouvoir se développer. Et tout ça avec une coupure de 55% des budgets. Oui, ça fait mal. Puis en même temps, le message que je porte et ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut profiter de ces moments-là pour se repositionner, pour se redéfinir comme acteur du développement économique et ensemble d'aller chercher les outils. Là, évidemment, le gouvernement du Québec a annoncé il y a 2 semaines qu'il allait réinjecter 100 millions dans la concertation, dans le développement régional. Il faudrait voir comment ça va atterrir. Mais là, les finances publiques sont équilibrées à Québec. Il y a de l'argent qui va arriver. Il y a des outils dont on a besoin. Là, c'est vraiment le temps à la fois d'y réfléchir, d'en discuter, mais surtout de se préparer et de parler d'une seule voix. Et c'est ça la force de l'UMQ. Quand on est à la table devant le premier ministre
ministre et le ministre des Affaires municipales, avec l'UMQ, avec évidemment les grandes villes, parce que c'est un poids, c'est une influence importante. On le fait également avec la FQM, c'est ça le monde municipal. Donc il faut parler d'une seule voix et quand on est capable de le faire, ben ça donne des résultats. On va le constater, vous savez, dans 3 semaines, il y a un projet de loi qui va être déposé à Québec sur les gouvernements de proximité, donc sur l'autonomie municipale. Alors on va constater là-dedans qu'on commence à nous entendre, à nous écouter et à répondre à nos besoins. Oui. Je ne sais pas c'est comment chez vous en Estrie, Monsieur Sévigny, là, vous êtes maire à Sherbrooke, peut-être que la réalité est différente, mais ici la conférence régionale des élus, ça avait son importance en termes de structure de concertation pour nos maires aussi. Puis en plus, il y avait des budgets là, plein de programmes. Est-ce que vous ennuyez en Estrie d'avoir une conférence régionale des élus? Ici, on voit même pas par quoi ça a été remplacé. Là, la table des préfets, on n'entend jamais parler. L'UMQ, vous n'avez pas de structure en région, vous autres? Non, ben on a des caucus régionaux, c'est-à-dire de la façon dont on est structuré, il y a des caucus dans chacune des régions du Québec. Et c'est quoi les caucus? Mais c'est les élus, maires, mairesses, conseillers. Mais ça remplace pas les conférences régionales des élus. Non, ça remplace pas les conférences régionales des élus. Et c'est pour ça, je vous dis, on est dans une période, dans un vide, là. Il y a eu une période de turbulence, puis on la connaît. Il y a des régions qui, chez nous en Estrie, c'est la table des MRC, mais on discute en attendant de se donner une instance. C'est de ça qu'on parle en Estrie. J'ai entendu qu'en Mauricie, ils discutent de ça également. Sur la Côte-Nord, il y a un vide, il manque quelque chose. Bon. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est l'autonomie, c'est-à-dire on veut pas se faire imposer un modèle de Québec, le même modèle pour tout le monde, pour toutes les régions du Québec. On a à définir ce modèle-là, mais ultimement, M. Saint-Pierre, c'est les moyens que ça va prendre. Oui. On a beau se concerter, on a beau discuter, encore faut-il avoir les moyens de nos ambitions. Et ça fait partie des objectifs, je dirais, à court terme de l'UMQ, d'aller chercher les moyens qui ne seront pas les mêmes que ceux qu'on nous a enlevés, mais ça prend des moyens financiers pour pouvoir réaliser des projets et développer nos communautés. Parce que quand on parle de gouvernement de proximité, là, j'ai un petit peu peur que ça devienne une expression à la mode, mais dans le milieu municipal, c'est réel. Là. Un conseiller municipal, chaque citoyen a accès, peut lui parler, lui écrire sur Internet quelque chose, le critiquer, l'envoyer promener s'il veut, tandis qu'un député, un ministre, on voit pas ça souvent dans sa vie, là. Oui, puis dans la vraie vie, en fait, vous savez, les élus municipaux, les conseils municipaux et les villes sont des créatures du gouvernement du Québec. Sur le plan de la Constitution canadienne, on n'existe pas, là. C'est ça la triste réalité. Oui. Et là, pour la première fois, on va reconnaître dans un projet de loi que ça existe, un gouvernement de proximité. Et l'objectif, le fond de ça, la trame de fond, c'est lorsqu'on pose des gestes, nous, puis on en pose beaucoup, que ce soit des règlements d'emprunt, on change les limites de vitesse dans une rue. À chaque fois qu'on pose un geste, ça prend l'approbation d'un ministère à Québec. Alors nous, ce qu'on dit et ce qu'on retrouve dans le projet de loi, on veut arrêter de faire de la reddition de comptes à des fonctionnaires dans des tours à Québec et on veut faire de la reddition de comptes envers nos citoyens. Ce sont eux qui nous mettent là, qui nous élisent. Et quand on a une décision à prendre, il faut être redevable devant nos citoyens et non devant les fonctionnaires. Fondamentalement, c'est ça le virage qui est en train de se prendre. Et pour ça, il faut que le gouvernement déleste des pouvoirs aux municipalités. Et c'est ce qu'on va voir dans le projet de loi qui va être déposé très bientôt. Et ça va suivre, sûrement qu'on va en entendre parler encore. Là, l'Union des municipalités, son président vont s'impliquer. En terminant, M. Sévigny, vous êtes très actif. Je voyais un communiqué, là, l'ex-présidente de l'Union, Suzanne Roy, actuellement, elle est au Maroc sur les changements climatiques. On a un comité sur les aéroports régionaux. Notre maire Régent Porlier en fait partie. On se préoccupe beaucoup des tarifs élevés à Sept-Îles, entre Sept-Îles, Montréal. Il y a un comité sur la stratégie maritime. Finalement, l'Union des municipalités dans beaucoup de dossiers. Il faut être actif, puis je vous dirais, il faut s'inviter parce que quand le gouvernement du Québec avait annoncé sa stratégie maritime, un peu comme la stratégie numérique, ils ont beaucoup de stratégies, et nous, il faut insister pour être assis à la table, et effectivement, le comité sur la forêt, c'est la même chose. Il faut être actif, il faut être au cœur des tables où se prennent des décisions par le gouvernement du Québec et par les deux autres paliers de gouvernement. C'est vrai pour les infrastructures. Oui, on est actif et l'Union, vous savez, c'est ses membres. Hein? Et le maire de Sept-Îles, quand il siège à la stratégie maritime, et Mme Bird, quand elle siège, elle, au comité sur la forêt,
mais ce sont des élus qui défendent les intérêts de l'ensemble des villes québécoises. Et vous, aujourd'hui, aux gens d'affaires de cette île Port-Cartier, vous leur dites quoi, là? Il faut que la politique et l'économie, ça marche ensemble si on veut avancer, c'est ça le message? Exact. Il faut travailler ensemble. On est condamné à travailler ensemble si on veut réussir. On peut pas s'ignorer. Il faut, et ça aussi, ça diffère d'une région à l'autre. Je pense que le message central, nous, on peut pas se passer de la communauté d'affaires parce que c'est pas un maire qui crée des emplois, ce sont des entreprises. Puis en même temps, la communauté d'affaires a besoin d'une vision de développement et celle-là est portée par les élus municipaux. Il faut travailler ensemble et c'est essentiellement le message que je vais livrer aujourd'hui. Eh bien, M. Bernard Sévigny, président de l'Union des municipalités du Québec, je vous remercie d'être passé d'une ville au sud du Québec, Sherbrooke, votre ville, à Sept-Îles aujourd'hui, à venir nous voir beaucoup plus au nord. Merci, ce serait Pierre. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Vous recevez cette année pour les fêtes? Simplifiez-vous la vie. Pensez marché Napoléon. Nos cipailles maison, nos pâtés déjà prêts. Rien de plus rapide pour vous permettre de passer du temps avec ceux que vous aimez. Nous avons aussi l'assiette des fêtes qui est une option idéale pour vos parties d'entreprise ou simplement pour recevoir parents et amis. Vous voulez cuisiner vous-même? Plusieurs spéciaux intéressants valides pour la période des fêtes. Infos disponibles sur notre page Facebook ou en magasin. Le marché Napoléon du 185 rue Napoléon vous souhaite de très joyeuses fêtes. 88 962 85 55. Ford croit qu'on peut jamais être trop prêt pour l'hiver. C'est pourquoi, à l'achat ou à la location de l'Escape SE 2017, vous obtenez l'ensemble sécurité d'hiver. Des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs de pression sans frais supplémentaires. En plus, l'Escape SE est équipé de caractéristiques de série comme les sièges chauffants, les rétroviseurs chauffants et le dégivreur d'essuie-glace. C'est ce qu'on appelle être bien préparé. Dindon, Mère Nature. Quand on peut prendre les devants sur l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreford.ca pour les détails. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Ça a été un tel succès en 2016, le concours entrepreneurial Dragon, qu'on va répéter l'expérience, c'est sûr, en 2017. D'ailleurs, on a confirmé quelques détails ce matin lors d'un point de presse à Sept-Îles. Tout à fait. C'était le lancement, en fait, ce matin de la 2e édition de ce concours des Dragons, donc, de Sept-Îles. Et ça tombe bien parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est la journée nationale entrepreneuriale. Donc, on peut parler d'entrepreneuriat. T'as arrangé que le gars des vues, ça. Je pense que oui, effectivement. Et pour nous parler de cette activité-là, on reçoit Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi. Ça va bien? Bonjour. Et on reçoit également Hélène Desaulniers, qui est bien connue avec la Pâte Complice et qui a vécu l'expérience l'année dernière et qui va la vivre cette année différemment aussi. Ça va bien, Hélène? Oui, bon midi. Je pense que tout d'abord, on pourrait peut-être expliquer c'est quoi les Dragons de Sept-Îles, parce que on connaît l'émission Dans l'œil du dragon de Radio-Canada. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça? Oui, on peut dire, puis maintenant, tu peux même les appeler les Dragons de Sept-Rivières. Ah ouais? Parce que comparativement à l'an passé où on avait débuté plus petit seulement avec cette île, maintenant, les gens de Port-Cartier sont inclus dans l'aventure. OK. Et puis, le projet, là, dans le fond, on a 3 catégories cette année plutôt que 2. Et puis, c'est d'abord, avant tout, une bonne idée d'affaires puis la bonne personne pour porter le projet. Donc, dans le fond, c'est quoi? On a une idée de projet, on a une idée d'entreprise, ou on a déjà une entreprise puis on se dit qu'on va aller tenter de séduire les Dragons de Sept-Rivières? Effectivement, dans le fond, c'est tout projet novateur. Donc, un entrepreneur déjà aguerri, puis il y a plus de restrictions par rapport à l'âge comme il y avait l'année dernière. Maintenant, tous les entrepreneurs peuvent soumettre un nouveau projet. Et puis, les gens, justement, qui ne le sont pas encore, eux, peuvent participer dans la catégorie aspirants et proposer justement leur idée de projet pour la région de Sept-Rivières. Et là, pour la 2e édition de cette aventure-là, je pense que ça a beaucoup grossi, parce que je pense qu'après l'édition de l'année passée, il y a comme eu une espèce d'engouement de se dire, finalement, c'était une bonne idée. Effectivement, on a beaucoup d'organismes socio-économiques qui se sont affiliés, qui ont aidé justement le Carrefour Jeunesse Emploi à porter le projet cette année. Et puis, on a aussi même des entrepreneurs qui
sont avec nous pour nous aider à faire en sorte que ce soit un projet qui soit vraiment mobilisateur. Donc, tu nous parlais des affiches. Tantôt, il va y avoir des affiches pour les dragons. C'est vraiment eux les vedettes cette année. C'est qui vos dragons cette année? Ben, écoute, ça a été simple, Valérie. On leur a demandé, ceux qui ont participé l'année passée, est-ce que vous embarquez encore cette année? La soirée, les tables n'étaient pas encore enlevées dans le grand hall du cégep que tout le monde disait oui, on est là. Donc, pour les grands dragons, c'est les mêmes que l'an dernier. Donc, Madame Sandra Blais, qui est la propriétaire de la ferme agricole Pure Mère et du restaurant 560. Bernard Hébert, c'est notre dragon port-cartois. Monsieur Hébert, c'est le propriétaire de PCR+, une entreprise qui a été primée lors du gala des entreprises, justement, qu'il y a eu au mois d'octobre. Monsieur Jacques Lafrance, le propriétaire des marchés et dépanneurs 7 jours et du Toi et Moi Café. Monsieur Serge Parent, le directeur général de la Caisse des Jardins de Sept-Îles. Monsieur Marc Pelletier, le propriétaire de la vitrerie Nord Cristal. Et Madame Isabelle Ross, copropriétaire du Pub Saint-Marc. Eux, c'est quoi leur rôle là-dedans? Là? Parce que, bon, dans l'émission de télé, on sait qu'ils investissent de leur propre argent. Là, ça me surprendrait que ce soit ça qu'ils fassent. C'est quoi leur rôle? Ben, de porter le projet, de faire en sorte de donner une belle visibilité, justement, aux nouveaux promoteurs ou encore à leurs entrepreneurs qui leur sont associés. Ils sont vraiment là pour nous aider à faire la promotion de l'entrepreneuriat, parce que c'est le but premier, et puis aussi de permettre aux nouveaux entrepreneurs, aux nouveaux promoteurs, dans le fond, de connaître les rouages qui sont disponibles. Puis concernant les sous, si les dragons ont pas à investir personnellement, ils le font de par leur temps et puis aussi en moyens de financement qu'ils vont faire pour faire grossir une cagnotte. Et ça, ben, c'est tout aussi valable, on s'entend. Oui, parce qu'au lieu d'offrir des bourses, là, tu sais, Hélène elle était dans la première édition, elle était chanceuse, elle a eu des sous, puis on lui a pas demandé de compte, mais pour cette deuxième édition, on va investir, dans le fond, directement dans les projets. Donc, on va aider les entreprises. Et puis, à ce moment-là, les promoteurs qui nous chiffrent leurs demandes, ben, au lieu d'avoir une bourse définie, ben, justement, les dragons vont comme avoir une cagnotte dans laquelle ils vont piger pour leur permettre d'aider les projets qui sont les plus porteurs pour notre région. Parlons-en d'Hélène, justement. Hélène, toi, l'année passée, tu as participé à cette première édition, mais tu étais venue présenter un projet, d'ailleurs. C'est toi qui avais remporté cette édition-là des Dragons. Et, ben écoute, on doit se douter que ça a porté fruit parce que tu as décidé cette année de devenir Dragon Mentor. Oui, en effet, l'année passée, on a présenté le camp d'été, le camp des complices. Alors, on avait remporté là dans la catégorie des entrepreneurs et le prix coup de cœur du public aussi qui était disponible. Moi, les sous, c'est sûr qu'ils m'ont été remis à mon nom, mais ça a été réinvesti dans les activités du camp lors de l'édition 2016. Et de voir en coulisses, moi, j'ai pu partager avec les aspirants qui étaient un peu à l'école, un peu pas encore en affaires. On voyait de l'engouement mais du stress, puis je me suis dit waouh, moi j'ai passé par là il y a déjà 2-3 ans, mais je pourrais aller coacher un peu une équipe dans ce sens-là. Fait que moi, comme on me connaît, hein, je manque un peu d'énergie dans ma vie puis de temps. Fait que j'étais allée voir Marie-Lou puis j'ai dit hey, moi j'aimerais ça m'embarquer puis m'investir plus dans le projet. Alors on a embarqué dans la catégorie des dragons qui vont être dédiés au secteur scolaire. Et dans le fond, moi je vais coacher une école pour les mener à bien, que leur idée soit le plus réaliste et réalisable possible pour en arriver à la grande finale du 16 mars. Donc toi, tu as été affiliée à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Oui. Tu vas faire quoi concrètement avec eux? Tu vas aller les voir? Tu vas monter des projets avec eux? Non, qui s'arrange. Non, évidemment, là, quand on décide de mettre de notre énergie, de notre temps là-dedans, on veut que ça porte fruit aussi. On veut lui donner le meilleur de nous. Fait que oui, il y aura du coaching pour les jeunes. Dans le fond, chaque école fera une petite finale locale et ensuite, moi, je vais travailler avec l'équipe qui va remporter dans son école et on va peaufiner autant plan d'affaires, techniques de présentation, où est-ce qu'on va aller mettre les punchs pour aller séduire le grand panel des dragons au complet aussi. Donc, ça va être une aventure de semaine en semaine. Écoute, Jean, on parle tout le temps de diversification de l'économie, puis c'est un peu non concret là quand on parle tout le temps de ça, mais des activités comme celle-là, ben effectivement d'encourager l'entrepreneuriat, ben ça fait partie de ça, de cette diversification de l'économie là. Puis encore une fois une belle activité. Bon, pour ceux qui pensent déjà à leur projet, puis pour ceux qui voudraient déjà s'inscrire, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut déjà commencer à s'inscrire? Ben oui, on peut déjà commencer à s'inscrire. Dans le fond, c'est d'aller voir la page Facebook Les Dragons Sept-Rivières. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Et puis, il va y avoir des séances d'informations qui vont être données chez Développement économique Sept-Îles, Développement économique Port-Cartier, à la SADC Côte-Nord aussi, qui sont parmi les partenaires là, du comité organisateur avec la Chambre de commerce de Sept-Îles aussi, ainsi que le Pub Saint-Marc. Ça, c'est ma gang là qui nous aide. Donc, ces séances d'informations-là vont avoir lieu
avant les fêtes. Le dépôt, dans le fond, des inscriptions, 20 janvier. Bon, puis Marie-Lou Vanier, elle a des attentes, quoi. Elle veut beaucoup de projets. On pourrait peut-être en récupérer dans ce qu'on vient de vivre, là, savoir à faire. Il y avait 32 projets sur la table. Ça peut être un promoteur qui prend un projet existant aussi. Oui, non, tout à fait. Il peut y avoir justement des choses qui sont sorties du savoir à faire. Si on a des promoteurs, des participants de l'édition qui réussissent à ramener ça après ça au Dragon, ça peut être un beau plus. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment une participation du plus grand nombre de personnes possible. Des idées d'affaires, là, souvent, on sait pas comment les élaborer. Ben, c'est le temps de venir nous en parler, puis on va venir vous guider pour vous dire si oui ou non c'est bon. Marie-Lou Vanier du Carrefour Jeunesse Emploi, Hélène Desaulniers de la Patte Complice et Dragon Mentor cette année. Bon, on vous remercie beaucoup d'être passé dans Côte-Nord Attitude. On souhaite une belle deuxième édition au Dragon de cette rivière. Merci. Un gros merci. Mais Valérie, on a emprunté 2-3 petites minutes sur l'après-midi. Ça doit pas être bien grave. Non, c'est pas grave. On va se rendre à la fin de la journée quand même. Et demain, à l'émission Côte-Nord Attitude, on reçoit entre autres le chef de la communauté de Ouachat-Macmaliotena, Mike McKenzie, qui sera avec nous. De même que la directrice de la protection de la jeunesse pour la Côte-Nord, Marlene Gallagher, pour une autre émission d'actualité et d'affaires publiques. Bonne journée tout le monde.